L'inscription est se rédiger en sumérien. Le sumérien est la plus ancienne langue écrite connue. Elle n'est apparentée à aucune des langues indo-européennes ou sémitiques de cette région du monde. Avant de mourir, écoutez-moi. Ces paroles poignantes de l'assyriologue Samuel Noah Kramer ont bouleversé le monde de l'histoire antique. Quelle vérité sur les Sumériens était trop troublante pour être révélée de son vivant? Étaient-ils simplement la première société civilisée ou les premiers à avoir façonné la croyance elle-même, fusionnant écriture rituelle et architecture en un système de contrôle parfaitement intégré? Vous découvrirez ce que Kramer voulait vraiment dire par ses aveux énigmatiques et comment cela bouleverse notre compréhension de la civilisation. À partir de ces notes inédites, nous dévoilerons les 5 étapes de cette révélation secrète. La phrase qui ne voulait pas lâcher prise. Pendant des décennies, Samuel Noah Kramer avait lu des milliers de tablettes sumériennes, des listes de livraisons de céréales, des hymnes de temples des décrets royaux et des mythes de la création. Chaque ligne semblait parfaitement s'intégrer à sa catégorie jusqu'à ce qu'il commence à remarquer quelque chose d'incongru. Certaines expressions apparaissaient sans cesse là où elles n'avaient aucune raison d'être. Un verset cérémoniel destiné à un rituel du temple réapparaissait dans les archives d'un entrepôt. Une phrase d'un hymne à un dieu se retrouvait sur la liste de rationnement d'un ouvrier. C'étaient des fragments qui refusaient de se taire des échos qui le suivaient d'une traduction à l'autre. Au début, Kramer les a attribués à des coïncidences ou à des habitudes de copiste. Mais à mesure que les répétitions se multipliaient, son malaise grandissait. Il ne s'agissait pas de simples erreurs de stylet. Les mêmes motifs, chiffres, symboles et phrases stéréotypées apparaissaient dans des genres textuels totalement différents. Il commença à les appeler les phrases tenaces. Elles franchissaient les frontières entre l'écriture sacrée et l'écriture profane, entre le mythe et les mathématiques. Pour la plupart des chercheurs, ce chevauchement était insignifiant. Il résultait simplement d'un vocabulaire partagé. Pour Kramer, c'était l'indice d'un concept plus profond, d'une structure cachée au cœur du premier système d'écriture au monde. Il entreprit de rechercher ces phrases dans les archives de différentes villes Ur, Uruk, Nippur et constata la répétition des mêmes schémas. Une phrase en particulier le hantait. « Élever la montagne pure et lier le ciel et la terre ». On la retrouvait dans des hymnes de temples décrivant des offrandes aux dieux. Or, ce même verset figurait également dans les registres de construction de la ziggurat d'Ur. Pourquoi les archives d'un bâtisseur reprendraient-elles les termes d'un chant sacré? Pourquoi la pose de briques serait-elle décrite en termes cosmiques? Plus Kramer approfondissait ses recherches, plus les liens se multipliaient. Les formules qui ouvraient les prières ouvraient aussi les tablettes comptables. Les formules de bénédiction correspondaient aux phrases utilisées pour sceller les accords commerciaux. Les nombres considérés comme divins, 3, 7, 60, apparaissaient non seulement dans les mythes, mais aussi dans les registres d'approvisionnement et les plans de rationnement. Il comprit que les Sumériens n'utilisaient pas l'écriture uniquement pour consigner les événements de leur monde, mais aussi pour l'organiser. Les mêmes mots qui invoquaient les dieux définissaient également le travail, le commerce et la gouvernance. Cette découverte le troubla, car elle signifiait que l'écriture sumérienne n'était pas neutre. Ce n'était pas seulement un outil de mémorisation, mais une structure de pensée. En intégrant le langage sacré au quotidien, les Sumériens estompaient la frontière entre culte et administration. Chaque tablette qu'elle énumère, les sacrifices ou les impôts, renforçait la même vision du monde, l'ordre divin et l'ordre humain ne faisaient qu'un. Kramer commença à se demander si les Sumériens avaient intentionnellement conçu ce chevauchement. Peut-être leurs scribes formés dans les écoles des temples avaient-ils appris à intégrer délibérément un langage mythique aux documents administratifs.
Si tel était le cas, chaque document qu'il produisait était bien plus que de simples données. C'était de la dévotion déguisée en routine. Il soupçonnait que ce n'était pas un hasard culturel, mais un système conscient, une civilisation apprenant à penser par la répétition et le rythme. Lorsqu'il écrivit ses œuvres plus tardives, Cranmer ne pouvait plus ignorer ces preuves. Ces phrases, celles qui s'accrochaient à la réalité, formaient l'épine dorsale d'une idéologie entière inscrite dans l'argile. Elles érigeaient l'acte d'administrer en devoir sacré, transformant l'écriture en un outil pratique et un exercice spirituel. Lire une tablette sumérienne, c'était entrevoir comment le langage pouvait cimenter une civilisation. Cranmer était loin de se douter que ces phrases éparses le conduiraient bientôt au-delà des mots à un message inscrit non pas sur des tablettes, mais dans les pierres mêmes de la Ziggurat. La Ziggurat comme texte tridimensionnel. Lorsque Samuel Noah Cranmer a porté son attention des tablettes aux ruines imposantes de la Ziggurat dure, il a commencé à soupçonner que les Sumériens n'avaient pas seulement écrit leur vision du monde, mais qu'ils l'avaient construite. S'élevant de la plaine mésopotamienne, telle une montagne artificielle, la grande Ziggurat dure se dressait à la fois comme temple et symbole. Ces immenses terrasses s'élevaient vers le ciel, culminant en un sanctuaire dédié au dieu lunaire Nana. Chaque brique, chaque marche, chaque alignement avec les étoiles semblait porter le même message que Cranmer avait mis au jour dans l'argile, la fusion du ciel de la terre et de l'autorité. Ce qui fascinait Cranmer, c'était la façon dont l'écrit et le bâti se reflétaient l'un l'autre. Dans les archives du Temple dur, il découvrit d'innombrables listes de matériaux, des paniers d'argile, des mesures de briques et des offrandes de céréales. À première vue, il s'agissait de simples documents administratifs, mais leur formulation était troublante. Des versets d'hymnes figuraient dans les registres de chantier. Les mêmes verbes rituels, purifier, monter, lier le ciel, servaient à décrire aussi bien les cérémonies religieuses que le transport des matériaux de construction. Pour Cranmer, il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. La langue employée pour bâtir le temple était elle-même sacrée. Chaque acte de construction était à être inscrit dans la continuité de la création. Il commença à qualifier la Ziggurat de texte tridimensionnel de monument que l'on pouvait lire autant qu'escalader. Chaque terrasse, expliqua-t-il, représentait un niveau du cosmos décrit dans les mythes sumériens. La terrasse inférieure symbolisait le plan terrestre, les niveaux intermédiaires, l'atmosphère et les étoiles, et la plus haute, le royaume divin. Les fidèles qui gravissaient les escaliers ne faisaient pas que marcher vers le haut. Ils traversaient des strates de théologie. Cranmer comprit que la Ziggurat n'était pas seulement une merveille architecturale, mais l'expression concrète des mêmes motifs qu'il avait découverts cachés dans les tablettes. Les prêtres, les scribes et les ouvriers qui l'avaient construite mettaient en pratique consciemment ou non les paroles inscrites dans l'argile. Plus Cranmer approfondissait ses recherches, plus les parallèles devenaient évidents. Sur un ensemble de tablettes, les offrandes à Nana étaient énumérées en lignes rythmées et codifiées, chacune reflétant la structure mesurée des terrasses de la Ziggurat. Sur un autre, le rôle du roi était décrit comme l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, l'incarnation vivante de la Ziggurat elle-même. Ces phrases n'étaient pas de simples figures de style, mais de véritables plans. L'édifice était à la fois un symbole et un langage où architecture, religion et politique s'exprimaient dans un même langage. Cranmer était de plus en plus convaincu que les Sumériens avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient fait de leur architecture un prolongement de leur système d'écriture. La Ziggurat et les tablettes ne se contentaient pas de coexister, elles se complétaient. L'une rendait la croyance visible, l'autre la rendait reproductible. Ensemble, elles créaient un cycle où chaque fête, chaque offrande et chaque loi réaffirmaient la hiérarchie cosmique inscrite dans le ciel de la ville.
Cette prise de conscience a transformé la compréhension qu'avait Kramer de la civilisation sumérienne. Il a commencé à percevoir la ziggourate non plus comme un édifice abritant un lieu de culte, mais comme la religion elle-même, une doctrine vivante inscrite dans la pierre. La géométrie de la structure et les archives qui l'entouraient formaient un message unique. L'ordre du monde était fixe, stratifié et divin. Chaque ascension de ces escaliers reflétait le désir humain de s'élever vers la compréhension, mais elle rappelait aussi à chaque citoyen sa place au sein de cet ordre. Pour Kramer, c'était la clé de sa théorie naissante. Les Sumériens ne séparaient pas la vie sacrée de la vie profane, car ils ne le pouvaient pas. Leur langue même et les édifices qu'ils ont érigés en témoignaient. Leur civilisation était un texte que l'on pouvait parcourir, une théologie tangible. Mais la révélation la plus profonde de Kramer survint lorsqu'il observa les scribes eux-mêmes, les gardiens de ce système vivant. Les scribes maîtres du pouvoir par les mots. Tandis que Samuel Noah Kramer suivait la trace des phrases répétées des murs des temples aux terrasses des ziggourats. Une vérité s'imposait à lui seul, derrière chaque hymne sacré, chaque décret royal et chaque registre de briques se cachaient les scribes. Ils étaient les architectes méconnus de la civilisation sumérienne, ceux qui ont transformé la pensée en écrit et les écrits en loi. Tandis que les rois érigeaient des monuments et que les prêtres officiaient lors des rituels, les scribes étaient les artisans discrets de la continuité. Sans eux, il n'y aurait pas eu de civilisation dont on puisse se souvenir. Dans les grandes maisons de scribes de ville comme Ur et Nippur, de jeunes scribes s'entraînaient pendant des années sous une surveillance rigoureuse. Ils recopiaient des listes lexicales des hymnes des contrats et des mythes jusqu'à pouvoir graver des signes cunéiformes de mémoire. Kramer a noté que ces écoles étaient uniques en leur genre dans le monde antique. Ils ne séparaient pas le sacré de l'administratif. Un étudiant pouvait passer 1 heure à calculer les dimensions d'une cargaison de briques et l'heure suivante à réciter un hymne à Inanna. Avec le temps, ces disciplines parallèles se sont estompées, engendrant une mentalité où l'écriture elle-même devenait un acte rituel. Chaque trait de stylet était à la fois documentation et dévotion. L'écriture cunéiforme, avec ses milliers de signes en forme de coin, n'était pas facile à maîtriser. De nombreux symboles avaient plusieurs significations selon le contexte et la prononciation. Un signe représentant une étoile pouvait aussi signifier Dieu et le symbole de la vie pouvait servir à compter. Kramer comprit que cette flexibilité conférait aux scribes un immense pouvoir d'interprétation. Ils pouvaient intégrer la théologie à l'économie, tisser des mythes dans les registres commerciaux ou encore imprégner les textes administratifs de l'ordre divin, le tout sans modifier le moindre trait de plume. Autrement dit, ils ne se contentaient pas de consigner le pouvoir, ils le créaient par l'écriture. La maîtrise du langage par les scribes les rendait indispensables au temple et au trône. Chaque loi, chaque hymne, chaque acte officiel passait par eux. Aux yeux du peuple, ils étaient les serviteurs des dieux et du roi. En pratique, ils constituaient le système nerveux du système décidant quel mot allait perdurer. Kramer fut frappé de constater à quel point leur formation les contraignait au secret et à la hiérarchie. La connaissance de l'écriture était limitée, jalousement gardée et transmise de génération en génération au sein de quelques familles d'élite. L'alphabétisation était synonyme de pouvoir et le pouvoir de piété. La plume d'un scribe était aussi sacrée que le bâton d'un prêtre. Dans ses recherches, Kramer a comparé les formules des scribes à travers les siècles et a constaté une continuité qui résistait aux changements dynastiques. Même lorsque les rois tombèrent et que les villes furent réduites et en cendres, les formules persistèrent, les mêmes ouvertures, les mêmes fermetures et les mêmes nombres rituels. Pour lui, cette pérennité révélait
que ce n'étaient pas les souverains qui avaient façonné l'identité de la civilisation, mais les scribes qui en avaient préservé le code. Ils étaient les gardiens de l'ordre cosmique veillant à ce que chaque nouveau règne s'exprime dans le même langage divin. Leur domination était discrète, non imposée par des armées, mais par des mots gravés dans l'argile. Cette découverte a complètement bouleversé la compréhension que Kramer avait des Sumériens. La ziggourate incarnait peut-être leur théologie, mais les scribes en étaient les interprètes, ceux qui pouvaient traduire entre les dieux et les hommes, entre le mythe et les mathématiques. Chaque inscription des mythes de la création aux listes de rationnement portait leur empreinte invisible. Elles décidaient quelles idées seraient préservées, quelles phrases seraient répétées et quelles vérités seraient canonisées. Pour Kramer, cela faisait d'elles les premiers véritables auteurs d'idéologie dans l'histoire de l'humanité. Il restait cependant un mystère. Pourquoi tant de mythes et de registres reprenaient-ils les mêmes chiffres, symboles et phrases? Le motif caché dans l'argile. À la fin de sa vie, Samuel Noah Kramer avait lu plus de tablettes sumériennes que n'importe quel autre érudit vivant. Mais au lieu de satisfaction, il éprouvait un sentiment lancinant d'inachèvement, l'intuition que le véritable message demeurait enfoui sous l'évidence. Les mots étaient clairs, la grammaire solide, et pourtant la répétition des formes, des nombres et des phrases semblait trop délibérée pour être simplement considérée comme une convention. Il y avait là une structure inscrite dans l'argile, une structure qui traversait les siècles, les cités-États et les rois. Il établissait des liens entre les mythes et les registres comptables, les prières et les rôles d'imposition, et les hiérarchies cosmiques et humaines. Dans ses notes, Kramer commença à cartographier ces séquences récurrentes à la manière d'un mathématicien cartographiant les constellations. Il remarqua que certains mots apparaissaient ensemble selon des cycles prévisibles pure mesure liés ascendants. Cette même triade apparaissait dans les hymnes des temples, les décrets des fêtes et même les exercices des scribes. Au premier abord, elle semblait relever d'un langage rituel classique formulaire symbolique, voire poétique. Mais en analysant plus en profondeur ces combinaisons, il réalisa qu'elles formaient un rythme structurel, un modèle qui régissait la manière dont les Sumériens organisaient non seulement le langage, mais la réalité elle-même. Les chiffres étaient encore plus révélateurs. Sur des centaines de tablettes, les mêmes nombres sacrés, 3, 7, 12, 60, étaient omniprésents des généalogies mythiques au registre de travail. Kramer commença à les considérer non comme une coïncidence, mais comme un étalonnage. Pour les Sumériens, les nombres n'étaient pas des outils de calcul, mais des lois d'harmonie structurant le rythme de la vie quotidienne à l'image de l'ordre cosmique. Lorsqu'un prêtre offrait 7 moutons ou qu'un maçon comptait 60 briques, il ne s'agissait pas simplement de comptabilité, mais de mathématiques rituelles d'un acte d'alignement de la cité sur l'univers. Ce qui a le plus frappé Kramer, c'est la persistance de ce même schéma malgré les bouleversements du pouvoir et de la géographie. Que le souverain fût Ur-Nammu ou Shulgi, que la ville fût Uruk ou Lagash, la formulation et la structure demeuraient inchangées. C'était comme si chaque scribe, consciemment ou non, copiait à partir d'un même modèle invisible. La bureaucratie, la religion et la mythologie de cette civilisation étaient synchronisées par un même ADN textuel. Cette découverte amena Kramer à une idée radicale. Les Sumériens utilisaient l'écriture non seulement pour consigner leur monde, mais aussi pour le perpétuer. L'acte d'inscrire l'ordre dans l'argile était ce qui le rendait réel. Il commença à l'appeler le code sumérien, non pas un chiffre à déchiffrer, mais un algorithme culturel qui se répliquait à tous les niveaux de la société. La ziggourate était son monument, la tablette son instrument et le scribe son opérateur. Chacun renforçait l'autre dans une boucle parfaite.
Lire ou réciter un texte, c'était participer au maintien du système. En écrire une, c'était la renouveler. Les tablettes n'étaient pas de simples archives, elles étaient des vecteurs de continuité. Kramer confia à un collègue que cette prise de conscience le perturbait plus que n'importe quel mythe ou artefact qu'il ait jamais étudié. Cela signifiait que le premier système d'écriture de la civilisation était peut-être aussi son premier langage de programmation, une technologie permettant d'intégrer la hiérarchie, les croyances et l'obéissance à la syntaxe même de la société. Si tel était le cas, les Sumériens n'avaient pas simplement inventé l'écriture, mais une véritable ingénierie idéologique. Le motif gravé dans l'argile n'était pas un message sur les dieux, mais un message sur le contrôle. Alors que sa santé déclinait, Kramer finit par avouer ce qu'il pensait que les comprimés disaient réellement. Avant de mourir, écoutez-moi. Dans les dernières années de sa vie, Samuel Noah Kramer s'exprimait moins par des conférences que par des fragments de pensée, des bribes de réflexion, oscillant entre révélation et avertissement. Ses étudiants se souvenaient de lui comme d'un homme méthodique et modeste, jamais enclin aux effets théâtraux. Aussi, lorsqu'il commença à conclure ses lettres et ses interviews par la phrase « Avant de mourir, écoutez-moi », cela attira l'attention. Ce n'était pas le cri du cœur d'un homme en quête de gloire, mais celui d'un homme accablé par un non-dit. Après des décennies passées à déchiffrer les écrits de la première civilisation du monde, il était convaincu d'avoir découvert la vérité qu'ils avaient toujours écrite une vérité sur la façon dont l'écriture elle-même pouvait façonner l'esprit humain. La découverte de Kramer ne résidait pas dans une simple tablette ou une traduction, mais dans une prise de conscience qui s'était lentement construite au fil du temps. Les Sumériens, conclut-il, furent les premiers à comprendre que le langage pouvait bâtir des mondes non pas métaphoriquement, mais littéralement. Leurs mots n'étaient pas seulement descriptifs, ils étaient performatifs. Lorsqu'un scribe écrivait qu'un roi était choisi par les dieux, cet acte même d'inscription le rendait vrai dans la vision du monde sumérienne. L'écriture était un acte de création, et ceux qui la maîtrisaient façonnaient la réalité elle-même. Dans ses derniers carnets, Kramer écrivait que chaque civilisation hérite de deux formes de pouvoir, le pouvoir visible, les pierres, les armées, les temples, et le pouvoir invisible, les récits, les lois et les mythes. Les Sumériens avaient fusionné ces pouvoirs par l'écriture. La ziggourate incarnait la hiérarchie divine dans la pierre, tandis que l'écriture cunéiforme la préservait par le texte. Ensemble, ils formaient un cercle vertueux qui apprenait aux générations suivantes à considérer l'ordre comme naturel. Le prêtre lisait la tablette, l'ouvrier transportait la brique, et tous deux croyaient accomplir la volonté des dieux. En réalité, ils ne faisaient qu'appliquer la logique codifiée par leurs scribes des siècles auparavant. Kramer craignait que cette intuition ne soit mal interprétée et perçue comme mystique ou conspirationniste. Aussi l'exprimait-il rarement ouvertement. Pourtant, dans une lettre à un collègue, il écrivait « Les Sumériens ont découvert que pour maîtriser l'esprit, il suffit de maîtriser les symboles. » Il le souligna 2 fois. À ses yeux, il s'agissait là de leur invention la plus profonde, la prise de conscience que la maîtrise du langage pouvait remplacer la maîtrise de la force. C'était le fondement discret sur lequel reposeraient plus tard toutes les sociétés organisées. Le drame, selon Kramer, résidait dans le fait que ce pouvoir était invisible précisément parce qu'il était si efficace. Une fois l'écriture intégrée au rituel et à la gouvernance, nul ne la remit en question. La parole des dieux devint la grammaire de l'État. Les Sumériens avaient créé non seulement une écriture, mais un système, une façon de penser qui allait influencer les codes de loi, les religions et les bureaucraties pendant des millénaires. Quand les hommes modernes contemplent ces tablettes, ils y voient des textes anciens. Kramer, lui, y voyait le plan directeur de la civilisation elle-même.
Ces derniers écrits, retrouvés parmi ces papiers inédits, s'apparentent davantage à des réflexions qu'à des travaux universitaires. Il avertit que la séparation entre le sacré et le profane, entre le mythe et le récit historique, était une illusion née bien après Sumer. Les premiers auteurs, fit-il remarquer, n'ont pas consigné la vérité, ils l'ont fabriquée. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une condamnation, mais d'une reconnaissance. La première grande technologie de l'humanité a toujours été la croyance, une croyance rendue durable par les mots. Il s'émerveillait de la façon dont les histoires pouvaient façonner la réalité guidant les sociétés avec autant de certitude que les lois ou les armées. À ses yeux, les mythes n'étaient pas des erreurs, mais des outils, des structures qui ont permis aux humains de s'organiser, de se souvenir et d'imaginer. Dans cette perspective, chaque tablette, chaque rouleau, chaque inscription est devenu moins un témoignage du passé qu'un plan pour l'avenir. Finalement, l'avertissement de Samuel Noah Kramer résonne plus fort que jamais. Les Sumériens ont enseigné à l'humanité que celui qui écrit l'histoire définit aussi la vérité. Leurs tablettes d'argile n'ont pas seulement consigné l'histoire d'une civilisation, elles en ont créé une. Par l'écriture, ils ont bâti le premier système où les mots façonnaient la foi, le pouvoir et l'ordre. Alors, demandez-vous, nos institutions utilisent-elles encore les mots de la même manière? Si cela vous a éclairé, aimez et abonnez-vous. Et regardez notre prochaine exploration approfondie des secrets anciens qui façonnent encore le monde moderne.